Alan Turing. C'est un nom qu'on a tous plus ou moins en tête, pas vrai? On pense au code secret, au début de l'informatique. Mais derrière ce génie, il y a une histoire de triomphe incroyable et de tragédie si profonde qu'elle a obligé tout un pays à présenter ses excuses. On va plonger dans la vie de cet homme qui a littéralement changé le monde avant que ce même monde ne le détruise. Regardez ça, c'est le visage d'Alan Turing sur le billet de 50 livres sterling de la Banque d'Angleterre. C'est l'un des plus grands hommages que le pays puisse rendre, le plaçant aux côtés de géants comme Newton ou Darwin. Une reconnaissance nationale qui est arrivée des décennies trop tard. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de cette histoire. Si Turing est aujourd'hui une icône au point d'être sur la monnaie du pays, comment est-ce possible qu'il ait eu besoin d'excuses officielles du gouvernement et même d'une grâce de la reine? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est une question qui nous emmène bien au-delà de la science, croyez-moi. Pour comprendre le personnage, il faut d'abord saisir l'ampleur de son intelligence. Un génie qui ne s'est pas révélé sur un champ de bataille, non, mais dans le monde pur et abstrait des mathématiques, bien avant que la guerre n'éclate. En 1936, imaginez, bien avant l'ère du numérique, Turing conçoit ce qu'on appelle la machine de Turing. Attention, ce n'est pas une machine physique avec des boulons et des engrenages. Non, c'est une idée, un concept théorique, mais un concept si puissant qu'il est devenu l'ADN de chaque ordinateur, de chaque smartphone qu'on utilise aujourd'hui. Il n'a pas juste imaginé une machine, il a défini les limites de ce que le calcul pouvait accomplir. C'est vertigineux. Et ce n'est pas n'importe qui le dit. John von Neumann, un autre titan de l'époque, a lui-même reconnu que toute l'idée de l'ordinateur moderne venait de cet article de Turing. C'était ni plus ni moins la naissance théorique de notre ère numérique. Bon, ce génie théorique allait très vite être projeté dans la réalité brutale de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là qu'il allait apporter sa plus grande contribution, dans le secret le plus total. Bienvenue à Bletchley Park, le QG top secret du renseignement britannique. C'est ici, dans ce qu'on appelait la hutte 8, la baraque numéro 8 qu'il dirigeait, que Turing s'est attaqué au plus grand défi de toute la guerre, les codes de la marine allemande. Le problème, il avait un nom, Enigma, une machine qui pouvait crypter des messages de milliards de façons différentes. Chercher la bonne combinaison à la main, c'était tout simplement impossible. La solution de Turing, c'était la bombe. Non, ce n'est pas une arme, mais une machine électromécanique incroyable, qui testait des milliers de combinaisons à la seconde pour trouver le bon réglage du jour. Et voilà à quoi ça ressemblait. Une pure merveille d'ingénierie pour l'époque. Ce n'était pas encore un ordinateur comme on les connaît, mais plutôt un précurseur, une machine ultra spécialisée conçue pour une seule chose, casser Enigma. À la fin de la guerre, il y en avait plus de 200 qui tournaient jour et nuit. C'était l'arme secrète qui a donné aux Alliés un avantage décisif. Et l'impact de tout ça, concrètement, eh bien les historiens officiels de la guerre estiment que le travail de Turing et de son équipe a raccourci la guerre en Europe de plus de 2 ans. 2 ans! On parle de millions de vies sauvées, l'impact est juste incalculable. Mais alors, qui était l'homme derrière ce cerveau monumental? Eh bien, ses collègues l'appelaient prof. C'était un excentrique, un peu lunaire. Il venait au travail à vélo avec un masque à gaz, pas à cause de la guerre, non, mais pour lutter contre le rhume des foins. Il enchaînait aussi cette tasse de thé à un radiateur pour être sûr que personne ne la lui pique. Et, fait assez incroyable, c'était un marathonien de classe mondiale. Il a failli se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ses collègues en parlaient avec une admiration immense. Peter Hilton, qui a travaillé avec lui, a dit que rencontrer Turing, c'était rencontrer un authentique génie. Pour eux, il n'était pas juste brillant, il était d'une autre trempe. Après la guerre, on s'attendrait à ce que Turing soit célébré comme un héros. Logique, non? Sauf que son histoire a pris un tournant absolument tragique, orchestré par l'État même qui l'avait aidé à sauver. D'abord, il y a eu la reconnaissance officielle. En 1946, il reçoit l'Ordre de l'Empire britannique des mains du roi, une très haute distinction pour service rendu à la nation. À ce moment-là, évidemment, tout son travail était encore classé secret défense. Et puis, 6 ans plus tard, c'est la chute, brutale. En 1952, Turing est arrêté et condamné pour outrage aux bonnes mœurs. Son crime? Avoir une relation avec un autre homme. À l'époque, l'homosexualité était tout simplement illégale au Royaume-Uni. La justice lui a alors offert un choix absolument inconcevable. Soit la prison, soit la liberté conditionnelle, à condition qu'il subisse un traitement hormonal, ce qu'on appelle aujourd'hui la castration chimique, un traitement censé guérir son homosexualité en réduisant sa libido. Pour éviter la prison, il a choisi le traitement. Et les conséquences ont été dévastatrices. Physiquement d'abord, et puis professionnellement. Son habilitation de sécurité lui a été retirée, ce qui a mis fin à tout son travail pour le gouvernement.
Il est devenu un paria, même interdit d'entrer aux États-Unis, un pays qu'il avait pourtant aidé à protéger. La dernière partie de son histoire, Alan Turing ne l'a jamais vécue. C'est l'histoire de la lente, très lente quête de justice pour sa mémoire. Une quête qui a pris des décennies. Seulement 2 ans après sa condamnation, en 1954, Alan Turing est retrouvé mort chez lui. Il n'avait que 41 ans. L'enquête a conclu à un suicide par empoisonnement au cyanure. Le héros de guerre, le père de l'informatique, est mort seul, dans la honte et l'isolement. Le chemin pour réparer cette injustice a été incroyablement long. Il a fallu attendre plus d'un demi-siècle après sa mort. D'abord des excuses du gouvernement en 2009, puis une grâce royale de la reine en 2013. Et enfin, en 2017, une loi qui porte son nom, la loi Alan Turing, qui a innocenté des milliers d'autres hommes condamnés pour les mêmes raisons. Les mots du Premier ministre de l'époque, Gordon Brown, étaient forts. Il a qualifié le traitement infligé à Turing d'épouvantable et a présenté des excuses au nom de la nation en disant « Nous sommes désolés, vous méritiez tellement mieux ». Alors, aujourd'hui, l'héritage de Turing est double. Il y a l'héritage scientifique, qui est absolument partout autour de nous, dans chaque parcelle de technologie qui définit notre monde. Et puis, il y a son héritage humain, un rappel brutal de la façon dont une société peut se retourner contre ses plus grands esprits et de l'importance de reconnaître et de réparer les erreurs du passé. Et toute cette histoire, elle nous laisse avec une question qui dérange un peu. Elle nous montre comment les préjugés d'une époque peuvent rendre une société aveugle, au point de détruire celui-là même qui est en train de la sauver. La question est donc, quels sont nos angles morts aujourd'hui? Quel génie sommes-nous peut-être en train de négliger, ou pire, de rejeter?